Vous connaissez sûrement Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est un penseur, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'extrême droite. C'est un penseur écolo qui a une pensée un petit peu spéciale, qui fait énormément d'appel à la nature en fait. Donc en gros, dire, vous voyez, ce truc-là c'est naturel donc c'est bien, ce truc-là c'est pas naturel donc c'est mal. C'est pour ça que je dis que c'est un penseur d'extrême droite, parce que l'appel à la nature c'est très caractéristique de la pensée d'extrême droite aussi. Mais donc c'est quelqu'un que beaucoup d'écolos en France aiment bien, beaucoup n'aiment pas non plus, qui a des dérives, qui a été un peu cassé, enfin son image médiatique s'est un peu brisée parce qu'il y a des dérives sectaires type anthroposophie, des choses bizarres, enfin, voilà. Aujourd'hui il est décédé donc on va pas lui casser plus de sucre que ça sur le dos, mais aujourd'hui on a sa fille qui continue son œuvre et qui a parlé d'éducation parce qu'elle a fait un livre dessus, et on a un article de l'Obs qui s'appelle « La violence éducative ordinaire commence quand l'adulte pense savoir mieux qu'un enfant ce qui est bon pour lui ». Vous allez voir, c'est une ribambelle de pensée qui se veut progressiste et qui est au fond extrêmement réactionnaire. C'est très intéressant à analyser. Dans un essai qui vient de paraître, l'enseignante, elle est enseignante en plus, Sophie Rabhi Bouquet, donc la fille de Pierre Rabhi, déboulonne l'éducation traditionnelle et la domination qu'elle engendre. La fille de Pierre Rabhi recommande d'explorer des voies de bienveillance et surtout de confiance. Elle sera l'une des voies de notre week-end des possibles, les 27 et 28 mai à Paris. Dans le terme violence éducative ordinaire, ce sont les deux adjectifs qui interpellent. Éduquer un enfant peut-il donc s'apparenter à le violenter ? Et surtout, si cette violence est ordinaire, cela signifie qu'une majorité des parents y laissent libre cours. À ces deux questions, Sophie Rabhi Bouquet répond oui. Mais ils ont des raisons, dit-elle dans un essai intitulé « Et si nous redevenions humains ?» qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Non seulement la plupart n'ont connu que ce conditionnement-là, mais il n'est pas facile dans l'absolu de s'en extraire. La fille du paysan philosophe écolo Pierre Rabhi, qui a enseigné pendant 20 ans au hameau des Buis en Ardèche, dans une école ayant adopté la méthode Montessori. Donc voilà, c'est une enseignante quand même un peu spéciale, hein, un peu comme son père dans des liens, on va dire, au moins alternatifs, pour pas trop casser de sucre sur le dos de Montessori, mais voilà, c'est comme quelque chose de très décrié, un peu new age, quoi. Souligne ce qui, dans l'éducation traditionnelle, s'apparente, selon elle, à une relation dominatrice humiliante pour l'enfant. Elle glisse des pistes pour hâter ce qu'elle nomme la prochaine révolution inspirée de la psychanalyste Alice Miller, celle d'une autre éducation moins verticale, plus à l'écoute. Alors on a Montessori, on a anthroposophie, on a psychanalyste. On sent le truc blindé de petites pseudosciences là. Au moment où les écrits de la psychologue Caroline Goldman créent la polémique, où les jeunes parents se demandent s'ils doivent encore envoyer leur progéniture dans leur chambre, où certains hurlent à l'enfant roi, Sophie Rabhi Bouquet expose ce qui lui inspire 2 décennies de pédagogie sur le terrain. Le journaliste pose la question à Sophie Rabhi Bouquet. Votre essai pourfend ce que vous appelez la violence éducative ordinaire. Le fait d'en avoir fait un sigle, VEO, semble signifier qu'il s'agit d'un phénomène fort répandu. Elle répond. La VEO a en effet cours dans la plupart des foyers où s'applique une méthode d'éducation dite traditionnelle qui repose sur une idée très répandue et néanmoins tout à fait contestable, l'idée que l'adulte sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui et que, fort de cette légitimité, il est en droit d'instaurer avec lui une relation dominée-soumise qui l'autorise à punir, à réprimer et à l'humilier. Et là, on voit un truc déjà, moi je trouve assez dangereux parce que ça se veut bienveillant, ça se veut, oui, il faut respecter votre enfant, mais elle nous explique l'idée que l'adulte sache mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui, en fait, c'est déjà de la domination, c'est déjà malsain. Je suis désolé, mais quand même, l'adulte sait des choses, il doit accompagner l'enfant pour les découvrir, mais c'est quand même lui qui les sait, c'est pas que les adultes en général, il n'y a pas même que les parents, le professeur aussi, s'il donne des cours, c'est parce qu'il sait des choses, alors évidemment, il doit arriver à accompagner les gens. Mais c'est pas pour autant qu'il ne sait pas des choses. C'est complètement ridicule de penser qu'il y a un programme tout fait prédéterminé dans l'enfant et que ce programme va se déployer et qu'il faudrait s'y soumettre et ne pas rentrer dans une démarche un tant soit peu verticale avec l'enfant. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bizarre et je sais pas que ça se base sur grand chose son truc. L'adulte ne sait-il pas mieux qu'un enfant en général ce qui est bon pour lui, pose le journaliste comme question.
Pour certaines choses, il est évidemment plus qualifié. Quand un jeune enfant risque d'avaler un poison ou de tomber d'une falaise, il a naturellement le devoir de l'en empêcher. Mais ce sont en réalité des occasions qui se présentent rarement au quotidien. Pour la majorité des activités de l'enfant, oui, je pense que ce dernier détient une compétence innée, un guide intérieur pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui. Donc là, on a vraiment une pensée très naturaliste, comme je vous disais avec son père, où au fond de lui, l'enfant, il sait, il y a une nature humaine quand même qui va se déployer, et la société, l'histoire peut être vue comme faisant dégénérer, brimant en fait cette nature humaine intérieure. Ça ne veut pas dire que nous devons jamais le guider, l'informer ou partager notre expérience, bien au contraire. Mais prenons un exemple concret. Si l'on veut informer un enfant que s'approcher d'une feu cheminée est dangereux, la méthode éducative traditionnelle consistera à lui dire « interdit d'y mettre la main, tu n'y touches pas ». Il me semble préférable d'être avec lui et s'il est d'accord de lui prendre sa main et de l'approcher du feu pour qu'il réalise par lui-même en quoi consiste la notion de chaleur et ce qui pourrait lui arriver si l'approche trop. C'est par l'expérience vécue qu'il s'acquiert l'autonomie, et non par les menaces et la peur contre-productive, car génératrice de sidération plutôt que de compréhension. Ça dépend encore une fois, parce que là, elle prend un exemple, ça paraît un peu sourcé. Il y a des poisons, il y a des trucs, enfin là, après les poisons, elle avait dit qu'on avait le droit de le dire, mais il y a des choses où on peut pas faire l'expérience, c'est-à-dire on peut pas, comme le feu, s'approcher et voir que ça va être chaud. Donc déjà, c'est pas forcément vrai. Et en plus de ça, ça dépend de l'âge de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore l'âge pour comprendre tout ça. Donc son truc, c'est un peu bancal quand même. C'est pas un exemple en fait qui fait foi, quoi. On aimerait bien qu'elle nous sorte des papiers scientifiques, des choses comme ça. Non, nous, elle nous dit oui, si on approche la main de l'enfant, il va très bien comprendre. Ouais, on peut essayer de faire comprendre aux enfants, mais c'est pas pour autant qu'il va tout comprendre. Par exemple, dans la rue, on va pas laisser l'enfant traverser et lui dire ah regarde, enfin le faire ressentir le vent, des voitures qui passent à côté de lui pour qu'il sache que ça pourrait être dangereux. En réalité, il le sait pas forcément et on va bien être obligé de lui dire quoi. Quelqu'un dans le chat qui dit oui mais si mon gosse veut jouer avec le pistolet à clous, non mais c'est pareil, il y a tellement de choses en fait où les parents sont bien obligés d'intervenir et c'est pas forcément un mal parce que quand l'enfant il sera plus vieux, il y aura aussi des lois qu'il devra suivre et même si des fois il les comprend pas, même si des fois il est un peu frustré par ça, faudra qu'il les applique aussi. Prenons un exemple moins dramatique mais plus courant. Dehors il fait froid, mon enfant veut absolument sortir en t-shirt, que préconisez-vous ? Si par la bienveillance, l'écoute, l'enfant est connecté à son ressenti et en confiance, il peut faire l'expérience de sortir en t-shirt et valider ses besoins par lui-même en fonction de ce qu'il vit. S'il a froid, l'enfant habitué à cette autonomie se couvrira. Beaucoup de parents sont persuadés que leurs enfants ressentent exactement les choses comme eux. Mais la biologie nous apprend que leur corps ne se régule pas toujours de la même manière que celle des adultes. Je connais des enfants qui sortent en short tongs en hiver et non pas froid. Je précise qu'ils ne tombent pas souvent malades. Bien au contraire, ils ne tombent pas plus malades que les autres. Mais c'est basé sur son ressenti, ça encore une fois, on sait pas du tout d'où ça sort. Mais où faut-il mettre les limites ? Je n'aime pas l'idée de mettre des limites. Ce sont des termes marqués par le freudisme qui laissent entendre qu'un humain a une prédisposition à se laisser déborder par ses pulsions auxquelles il faudrait opposer un barrage. Je préfère l'idée de donner des repères. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Les enfants accompagnés avec bienveillance que j'ai pu observer, à commencer par les 4 miens, sont curieux, raisonnables, respectueux, très attentifs à leur acte. C'est quand même pas mal de bullshit aussi ça, parce que la différence qu'elle met entre repères et limites, où est-ce qu'elle est quoi, enfin... C'est ouf d'arriver à avoir, c'est peut-être grâce à son père, mais d'arriver à avoir une interview comme ça dans l'Obs, quelque chose qui a l'air basé sur rien, et vous allez voir qu'en plus la personne est extrêmement décriée quoi, dans son milieu. De fait, je pense que nous devrions le plus souvent considérer les enfants comme égaux, des amis précieux. À vos amis, vous n'allez pas interdire de sortir en t-shirt s'ils le souhaitent. Pourquoi cette relation d'équivalence, cette confiance, cette empathie que vous savez mobiliser dans une relation affective amicale ne s'appliquerait-elle pas à vos enfants ? Parce que nous avons sur eux un projet exigeant, celui de les éduquer, qui est le plus souvent un appel à la coercition. Ça, moi personnellement, je trouve que c'est de l'anti-humanisme. C'est-à-dire qu'elle considère que l'humanité, c'est pas quelque chose qui s'acquiert par le développement humain, c'est pas quelque chose, la subjectivité qui va s'acquérir à la fois dans le développement socio-historique, mais aussi dans le développement de l'enfant. L'enfant va apprendre à s'intégrer dans la communauté humaine, il va apprendre le langage, plein de choses comme ça. Mais elle considère, non, l'enfant, en fait, il est pareil. C'est très métaphysique, c'est en tant que, évidemment que c'est un être humain l'enfant, un être humain en devenir quoi, mais elle considère voilà c'est un être humain donc c'est comme nous et donc il a exactement les mêmes capacités que nous, les mêmes droits que nous. Et en plus de ça, elle dit oui vous considérez qu'il faut lui donner des conseils et puis l'éduquer alors que vous le ferez pas avec vos amis. Bah ça dépend, moi mes amis s'il y a quelque chose sur lequel j'ai des connaissances.
et qu'ils en ont pas, et que je pense qu'ils vont faire une connerie, je vais leur dire tu fais une connerie, et je vais leur expliquer pourquoi, et puis voilà, on va essayer de... Et même je peux même les empêcher de faire quelque chose, si je considère que vraiment c'est dangereux pour eux et qu'ils vont droit dans le mur, j'essaie de leur montrer, quoi. Mais si vos enfants sont comme des amis, qu'est-ce qu'un parent ? Un parent est avant tout chargé d'une responsabilité que l'enfant n'a pas. Il est une personne qui accompagne, qui guide, qui sécurise psychologiquement, qui donne du réconfort et des explications. Ça, je suis plutôt d'accord. Il est responsable de l'enfant devant la loi, mais aussi pour nourrir ses besoins essentiels. Ok. Certes, un enfant n'arrive pas sur Terre comme une calebasse vide qu'il faudrait remplir. Dès qu'il voit le jour, il a déjà en lui bon nombre de compétences. Un nourrisson sait déjà très bien qu'il doit fouiller le sein de sa mère pour trouver de la nourriture. Il sait développer des interactions avec ceux qui l'entourent, susciter du lien et de l'attachement. Ouais, d'accord, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire, hein. C'est pas non plus... Elle dit, il sait faire plein de choses. Oui, d'accord, il sait chercher le sein, il sait reconnaître l'odeur de sa mère, d'accord, ok. Mais il faut donner à un enfant un environnement aimant, réconfortant et stimulant pour que se développe ce qu'il a déjà en lui. Ce n'est pas une éducation, terme dont je me méfie, mais plutôt un accompagnement soutenant. Elle se méfie du terme d'éducation, c'est quand même marrant. Mais avant tout, celui de nos propres comportements que l'enfant aura naturellement tendance à imiter. On parle beaucoup d'enfants rois, d'enfants tyrans. La psychologue Caroline Goldman créait le débat en soulignant l'importance du time-out, le fait d'envoyer son enfant dans sa chambre. Qu'en pensez-vous ? Envoyer un enfant dans sa chambre quand il exprime une émotion revient à lui imposer un pouvoir discrétionnaire. Cela rompt la confiance, le dialogue et risque de pousser l'enfant à refouler une émotion qu'il avait besoin d'extérioriser. Maintenant, comme je l'écris dans mon livre, l'enfant n'est en rien un souverain dans lequel il faut s'incliner. Oui, la présence de règles communes explicites est parfois nécessaire, notamment dans des domaines qui touchent à la santé, la sécurité psychologique, comme la question du temps quotidien d'écran. Mais si vous associez les enfants à la prise de décision de ces règles en conseil de famille, il y aura plus de chance, d'accord, ok. Vous allez voir, elle dit une petite dinguerie. Elle dit un truc qui est extrêmement anti-humaniste, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir cette pensée se déployer maintenant qu'on a pu son père. Il y a quelque chose de troublant dans votre livre. C'est que vous invoquez souvent la nature et ses lois pour justifier vos propos. N'y a-t-il pas un risque à s'appuyer sur une supposée nature ? Il n'y a pas si longtemps, cela justifiait la hiérarchie entre les races, les inégalités entre les hommes et les femmes. Et elle répond « Dès lors que la nature est filtrée par l'interprétation humaine, nous pouvons effectivement lui faire dire tout et son contraire. » Vous imaginez le délire du truc. Dès lors que la nature est filtrée par l'interprétation humaine, ça peut partir dans du n'importe quoi. La nature est toujours reine. Personnellement, je pars du principe que tout est nature et que c'est elle qui aura le dernier mot. Notre espèce humaine peut digresser et transgresser autant qu'elle veut. Cela ne change rien au fait que la nature conserve des lois immuables que nous pouvons momentanément ignorer, mais qui nous rappelleront à elle d'une manière ou d'une autre. C'est du Julien Rushdie, c'est incroyable. C'est incroyable comme truc. Ouais, la nature, en fait, elle est là. Et l'homme ne peut que venir être décadent par rapport à cette nature. Toute interprétation humaine de la nature est une horreur. Concrètement, vous pouvez choisir de vous nourrir de chocolat, c'est votre liberté, mais votre foie montrera rapidement les limites de ce choix. Ouais, mais tu vas pas attendre de te baiser le foie pour montrer que la nature te rappelle au réel, quoi. Si t'avais tes parents qui te disaient bouffe pas n'importe quoi et tout, ça peut être pas trop mal en fait. On peut imaginer se faire greffer un nouveau foie tous les 3 ans, mais je m'intéresse davantage à la manière dont nous pourrions respecter la nature plutôt qu'aux multiples manières de la défier. Je n'ai rien contre l'expérience et la créativité, bien au contraire, elles sont merveilleuses quand elles sont au service de la vie. Mais à quoi bon croiser le fer avec les principes vitaux jusqu'à l'asphyxie, l'épuisement, le manque, l'assèchement, la destruction de ce qui est nécessaire pour vivre ? Je n'appelle pas cela de l'intelligence. Mais c'est extrêmement réactionnaire comme texte. Et il y a Vincent Flibustier qui a montré un truc, parce que là, en gros, si vous comprenez bien, elle dit qu'un enfant, c'est un être humain comme un autre. C'est ça, c'est un être humain comme un autre. Et si un enfant, c'est un être humain comme un autre, qu'il y a juste les lois qui fait qu'on va être responsable d'un enfant, Vincent Flibustier nous dit « Sophie Rabi, fille de Pierre Rabhi, a dans les années 2000 défendu la relation entre son grand frère de 38 ans et une fille adoptive de la famille de 15 ans, demandant à la mère de l'enfant de l'aimer pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. » Bah oui, parce que si les enfants sont des adultes comme les autres, si les enfants sont des humains comme les autres, en fait, quel problème à ce genre d'acte un petit peu
petit peu bizarre. L'été 2000, Carole retourne à Montchamp, elle se rapproche de Vianney, le frère aîné de Sophie, ce qui lui permet de tenir à distance Lionel, qui la poursuit encore. Vianney a 37 ans, joue de la guitare, Carole vient de se mettre à la guitare. Quand mes parents viennent me chercher, je présente Vianney à mon père, qui est subjugué par ce type, parti de rien, qui donne des concerts à travers toute la France. L'été 2001, Carole a 15 ans. Les relations avec Vianney, 38 ans, deviennent sexuelles. Je me sens complètement amoureuse, se souvient-elle. Anorexie. Quand ils découvrent cette relation entre leur fille et un homme beaucoup plus âgé qu'elle, les parents de Carole le vivent très mal. Ils décrivent à tous les membres de la seconde famille, leur donnant l'ordre de cesser toute relation avec leur fille. Chacun répond « Vous voulez l'empêcher de vivre ». Michel Rabhi évoque un père trop autoritaire, violent, une mère excessivement angoissée et possessive. Sophie leur demande d'aimer leur fille pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait. Excite le rêve post-68 art. C'est un article... de Vincent Flibustier, qu'il a rajouté « Violée chez sa seconde famille ». Cet été-là, en 1999, Carole, 13 ans, retrouve la ferme de Montchamp perdue dans un coin d'Ardèche du côté de Joyeuse, près du village de La Blachère. Elle y vit depuis plusieurs années, elle est contente et s'y sent bien. Au début, il y avait une annonce de ferme des enfants punaisés par l'école de machin truc. Michel et Pierre Rabhi arrivent à Montchamp dans une ancienne magnerie après bien des aventures, s'étaient reconvertis dans la nature. Pierre Rabhi, machin. Les parents de Carole sont séduits par cet accueil paysan qui croise les idéaux intello, baba, post-68 art. Il est psychanalyste, fume la pipe, joue de la guitare, elle est prof de fac, d'anglais, et porte des robes indiennes. Ils forment un couple fusionnel, dit un ami. Le premier été, ils accompagnent Carole inscrite avec 3 copines de l'école. Ils discutent avec le couple Rabhi, signent un chèque et repartent. On était 4 enfants, on s'occupait de l'âne, des chevaux, des chèvres, des plantes. On faisait vraiment partie de la famille, se souvient Carole. Trouille. Quelques étés plus tard, Carole était comme un membre de la famille Rabhi. Elle vient en payant moins ou pas du tout, s'occupe des plus petits, de la traite des chèvres. Elle aide Sophie, la fille du couple, qui a pris les rênes de ce qui devient une colonie. Une animatrice est engagée en 1999. Cet été-là, Sophie est enceinte pour la seconde fois de son mari Lionel. Carole a 13 ans. Pour la première fois, ses parents lui laissent prendre le train toute seule. Carole, 19 ans aujourd'hui, se souvient de cet été-là. Un soir, pour voir le feu d'artifice, on monte sur une colline. Lionel me demande « Ça te dérange si je m'allonge sur toi ?» Je dis oui. 2 jours plus tard, on bivouac avec les enfants autour du feu. Lionel me rejoint dans mon sac de couchage. Je ne peux rien dire, je sens la culpabilité. La seule chose qu'il me dit, c'est « À ton âge, on ne tombe pas enceinte. » Cela se reproduira 5 fois dans des différentes circonstances. Rentrer à Paris avec la trouille d'être enceinte et d'avoir chopé le sida. Elle raconte les scènes à sa meilleure amie qui les résume d'un mot, viol. Les gamines appellent le planning familial, elle a ses règles, oui. Carole envoie un mail à Lionel, lui dit que ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Elle enverra d'autres mails disant qu'elle embrasse fort, lui évoquera leur secret. Les Rabhi constituaient sa seconde famille. Alors je suis désolé si des gens qui ont été choqués par cet article, je ne l'avais pas lu avant. Mais bref, ces dérives sectaires, c'est quand même extrêmement malsain. Et on voit qu'il y a quand même un gros rapport entre la pensée qui est déployée là par Sophie Rabhi et ces histoires un peu bizarres avec la fille, quoi. Alors je dis pas que Sophie Rabhi est responsable du viol, évidemment c'est pas le cas, quoi. Mais cette espèce de flou qui est permanent entre l'enfant et l'adulte, entre l'enfant qui serait égal à l'adulte, bah évidemment ça peut conduire à des dérives sectaires un peu comme ça, où à la fin en plus il y a des relations affectives aussi. C'est hyper dur de sortir de ce genre de truc un peu sectaire, quoi. Bon, petite capsule un peu décousue, mais je trouve déjà que cette façon, en fait, cette porosité qu'il y a entre une espèce d'acceptation de l'enfant, une pensée qui a l'air positive, qui a l'air cool, et une pensée au final qui est extrêmement réactionnaire, c'est assez intéressant. Je vous en ai déjà parlé avec le concept de néokantisme chez Kluskar, mais Kluskar il parle de ça. Il montre en fait que la bourgeoisie libérale libertaire, ce qu'il appelle comme ça, donc des 68 arts, on est dedans, ont des traits communs de pensée avec l'extrême droite. Ils montrent qu'en fait les deux ont une espèce de fascination pour la nature. À la fois chez les libéraux libertaires, il va y avoir ce côté un peu pensée asiatique, yoga, là retour à la nature, la maison de campagne, des choses comme ça. Puis à la fois, dans l'extrême droite, on le trouve aussi. On voit, évidemment, vous écoutez Rochdy, c'est que ça. Hein, c'est la nature humaine, la génétique, des choses du genre. Et c'est intéressant de voir cette porosité, quoi.